Printemps 1954, dans les rues de Hyères. Paulette, une jeune domestique de 15 ans, sort les poubelles lorsque... Heureusement, Paulette est sauve. La poubelle a servi de bouclier. Mais quelques jours plus tard, une autre Hyéroise a moins de chance. J'ai vu quelqu'un traverser la route. Il est arrivé à hauteur de cette dame-là et il a donné un coup de revolver. Alors je me suis précipité parce que j'ai vu qu'elle vacillait. Élise, 27 ans, vient de se faire assassiner. L'amour leur a fait tourner la tête. Simone Weber, Albert Millet, Nathalie Le Skrill, ils ont tous les trois commis un crime passionnel. Ils ont tué leur mari, leur amant ou leur compagne, par passion ou par jalousie. Sauf qu'aux yeux de la loi, le crime passionnel n'existe pas. Pourtant, c'est bien l'amour qui les a conduits à la mort. Docteur Bornstein, vous avez rencontré Nathalie Le Skrill en prison. Elle a été condamnée pour le meurtre de son mari. Quand vous l'avez rencontrée, quelle impression est-ce qu'elle vous a laissé? Elle était assez déprimée par son statut de prisonnière, mais elle conservait une certaine vigueur et elle s'est prêtée de bonne grâce à l'examen. Elle vous parle sur quel ton? Elle parle sur un ton d'une personne accablée et qui, évidemment, semble tout à fait imprégnée de remords et de regrets d'un acte dont elle mesure les conséquences dramatiques pour elle, sa famille et surtout sa petite-fille. 6 janvier 1994. Une femme entre à la gendarmerie de Chantilly, dans le sud de la Picardie. Elle est inquiète, car son mari a disparu depuis la veille au soir. Elle va s'effondrer, elle va pleurer. Elle va se mettre à pleurer. Et là, elle va presque supplier de mettre tout en œuvre et de mettre tous les moyens en action pour retrouver son mari. Son mari, c'est Christophe Le Skrill, un jockey qui commence à se faire un nom dans le milieu hippique. Le même Christophe Le Skrill qui la veille a téléphoné 2 fois aux gendarmes pour qu'ils viennent mettre un terme à une dispute conjugale. Les gendarmes avaient d'ailleurs fait le déplacement. On sonne, personne ne répond. On insiste un petit peu. Après avoir sonné, on clenche quand même la porte de l'habitation. La porte est verrouillée. A priori, le domicile est vide. Nathalie Le Skrill est interrogée sur cette coïncidence. Et elle raconte. Christophe et elle sont séparés depuis moins d'1 an. La veille, elle est passée voir leur petite fille pour discuter avec lui. Mais vers 22 h, ça a dégénéré. Christophe est soudain rentré dans une colère folle et il est devenu menaçant. Une version que Nathalie tient aussi aux journalistes qu'elle mobilise pour retrouver son mari. Elle nous raconte qu'il l'a poursuivie dans la maison, qu'il l'a menacée, qu'elle avait vraiment très très peur et que donc elle a décidé de s'enfermer dans la cuisine. À un moment donné, Christophe est allé passer un coup de fil. Alors elle en a profité pour s'enfuir en voiture avec sa fille. Christophe a surgi, il a essayé de les poursuivre, mais il n'a pas pu les rattraper. Ce qu'il a fait après, elle n'en a aucune idée. Elle ne l'a pas revu depuis. Lorsqu'elle est rentrée un peu plus tard dans la soirée, Christophe avait disparu. Une fugue, un suicide. Pour Nathalie, rien n'est impossible. Cette femme qui va à la gendarmerie signaler la disparition de son mari alors qu'elle l'a tué, c'est fréquent? Non. Elle est dépassée un petit peu par son passage à l'acte, dont elle mesure pleinement les conséquences et dont elle ne veut pas s'attribuer la paternité. Donc, dans un premier temps, elle part au plus pressé, elle fait la femme inquiète, dont le mari a disparu, et elle sollicite une aide
qu'elle sait évidemment théorique, puisqu'elle est parfaitement au courant de ces agissements qui ont été accomplis en toute clarté. Elle pleure, elle supplie. Elle ne se contente pas de déclarer une disparition. Oui, elle pleure, elle supplie, elle est dans un état d'émoi apparent qu'elle transmet aux enquêteurs. Et elle feint donc cette situation, mais elle pleure aussi sur son propre sort, puisqu'elle sait que, on risque de le découvrir et que les conséquences pour elle à court terme vont être désastreuses. Dans l'entourage du couple, on ne croit pas beaucoup à la version de Nathalie. Christophe ne serait jamais parti en laissant sa fille. Donc c'est pour ça que quand il a disparu, pour nous c'était pas une fuite ou une fugue ou peu importe les hypothèses qui avaient pu être amenées, puisque quoi qu'il arrive, il n'aurait pas laissé sa fille. Très vite, une autre version circulait à la Morlaix, où vit le couple Le Skrill. La rumeur dans la Morlaix a commencé à gonfler, tout le monde en a parlé. Et moi j'ai dit, il est mort et Nathalie l'a tué. S'il était arrivé quelque chose à Christophe, c'était forcément quelque chose qui venait de Nathalie. Donc, ou Nathalie qui avait commis quelque chose, ou Nathalie qui avait commandité quelque chose. Les langues se délient. Il se dit que Nathalie serait violente avec Christophe. On s'habillait ensemble dans le vestiaire, on était l'un à côté de l'autre, donc on se déshabillait l'un à côté de l'autre. Donc de temps en temps, je voyais des traces, et à chaque fois je lui dis, mais tiens, qu'est-ce que tu t'es fait? Oh là là, c'est en bricolant, c'est dans la maison. Il se cachait derrière un objet, une porte, un truc. Il avait une atteinte là, il était greffé là, comme ça, en travers, et puis 2-3 balafres tout le long du corps. Ça, il n'y a qu'une femme qui a des ongles longs qui puisse faire une chose pareille. Depuis la naissance de leur fille, les relations du couple se sont dramatiquement détériorées. Christophe a entamé le divorce et depuis 3 mois, il voit une autre femme. Nathalie pourrait donc avoir un mobile, la jalousie. Mais sans preuve, ça n'est qu'une rumeur. Pendant 1 mois, personne n'a de nouvelles de Christophe. Jusqu'au jour où un proche de Nathalie se présente à la gendarmerie. Il a une histoire à raconter, une histoire que Nathalie lui a demandé de garder secrète. Là, il nous dit, sont ces termes, je peux plus vivre avec ça, je vais vous le dire. En fait, le lendemain de la disparition de Le Skrill, il a été contacté par Nathalie Le Skrill, qui lui a demandé de l'emmener dans un bois. À l'orée du bois, Nathalie lui a demandé de s'arrêter, et elle est rentrée seule dans ce bois. Nathalie lui dit qu'elle va faire un jogging pour se défouler. Mais lorsque les gendarmes se rendent sur place, ils trouvent le corps de Christophe. Ce qui nous a frappé, c'est la présence d'un lien vert noué autour du cou, noué assez fort, très serré, ce qui nous laissait supposer que le corps découvert là sur place avait été étranglé avant d'être déposé dans le bois. Les gendarmes convoquent aussitôt Nathalie Le Skrill. On la sentait pas du tout ni gênée, ni inquiète. Elle nous donnait sa version et elle parlait tout à fait normalement, comme une audition de témoin, comme la première audition le lendemain des faits. Elle nous demandait régulièrement est-ce que vous l'avez retrouvé, vous savez où il se trouve. Elle parlait de lui au présent, comme s'il était encore là, comme s'il allait revenir, quoi. Et ça, c'était assez impressionnant. Mais après plusieurs heures d'audition, Nathalie se met à table. Et elle raconte. Ce soir-là, elle est venue voir son mari avec un drapeau blanc. Elle voulait tirer un trait sur le passé et reprendre la vie commune. Mais Christophe n'a rien voulu savoir. Ça a dégénéré. Le bébé s'est mis à pleurer, elle a voulu s'en occuper. Lui, il l'a empêché en lui disant que depuis 7 mois, elle s'en occupait pas. Donc, c'était pas maintenant pour une soirée qu'elle pourrait s'en occuper. Donc, il fallait laisser le bébé pleurer, qui appelait, elle le dit elle-même, il appelait papa, il appelait pas maman. La scène de ménage prend de telles proportions que Christophe appelle les gendarmes. Là, Christophe rejoint Nathalie en lui disant faut que tu partes maintenant, les gendarmes arrivent de toute façon.
Nathalie lui répond « Personne ne me délogera de chez moi ». Folle de rage, Nathalie s'empare d'une ceinture de peignoir. Elle fait 2 nœuds en serrant très fort. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle déclare qu'à un moment, elle croit apercevoir un filet de sang qui sort de la bouche de Christophe. Ensuite, Nathalie raconte qu'elle a pris sa fille sous le bras et qu'elle est allée se débarrasser du cadavre. Elle l'a recouvert de branchages, puis elle est rentrée à la Morlaix. Elle raconte cela en donnant énormément de détails. Elle raconte son histoire comme un comédien pourrait le faire. Elle allait presque à mimer les différents mouvements sans vraiment se rendre compte de la gravité de ce qu'elle refaisait devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête au moment où elle a saisi cette ceinture de peignoir et où elle a serré le cou de son mari? Tout ça, c'était assez flou par flash. Je pense que c'était dans un corps à corps, dans un échange. Et dans ces affrontements, il y a une espèce de rage destructrice. Et puis, où on est dépassé, c'est comme dans les colères classiques où on casse des objets. Bon, donc, il y a un détournement de la violence sur un médiateur, en quelque sorte. L'objet. L'objet. Donc là, bon, il n'y a pas eu un vase à briser, et donc en proie à une certaine frénésie dans l'échange de coups, dans la brutalité, et elle, plus forte que son mari, petit jockey frêle, bon, bah, elle a pris la ceinture, et elle a plus serré qu'il ne le fallait, mais la volonté meurtrière n'est pas totalement évidente. Visiblement, Nathalie était violente, quand même. Oui, elle était violente et sujette à des explosions de violence. Et dans ces moments-là, il y a une petite dissolution de la conscience. Je parlais tout à l'heure des colères classiques où on brise des objets. Certaines personnes sont sujettes à ces emportements qui sont susceptibles de regretter par la suite. Ils sont dépassés dans un état un peu second lorsqu'ils agissent. À votre avis, c'est dans leur histoire commune qu'on peut trouver une explication à ce geste, ou dans la sienne, celle de Nathalie? C'est plutôt dans la sienne. Lorsque Nathalie rencontre Christophe, il a 21 ans, elle 24, et une passion commune, le cheval. Il est l'une des étoiles montantes du circuit, elle est cavalière d'entraînement dans les écuries de Maison Lafitte. Ils tombent éperdument amoureux et ne se quittent plus. Nathalie était tous les jours aux courses. Et d'ailleurs, je les voyais, ils étaient dans les balances, toujours ensemble, ils s'embrassaient, tout ça. Et je charriais un peu Christophe, j'ai dit, mais tu vas pas la perdre. 3 mois plus tard, les amoureux convolent. Nathalie, qui avait une réputation de croqueuse d'hommes, ne vit désormais plus pour le sien. C'était elle qui commandait. Et elle l'emmenait où elle voulait, comme elle voulait, et il lui suivait. Donc, il disait rien, donc c'est que tout allait bien. C'est à la naissance de leur fille, 2 ans plus tard, que les choses se dégradent. Nathalie a le blues. Elle se sent malheureuse et délaissée. Son mari ne s'occupe plus que de sa carrière et de leur petite fille. Alors Nathalie multiplie les tentatives de suicide et tente de s'étourdir aux bras d'autres hommes. Des conquêtes d'un soir. Ceux qui la connaissaient disaient qu'ils avaient eu malheureusement une aventure avec elle. Donc plein de jockeys, jeunes jockeys, je ne vais pas dire s'en vantaient, mais on le savait, on parle entre nous. Mais Christophe ne réagit pas. Et la vie suit son cours. Jusqu'au jour où, lors d'une énième dispute, Nathalie lui porte un coup fatal. Christophe, il est arrivé sur le champ de course, il m'a dit tiens, il faut qu'on parle. On est parti dans un coin tranquille. Il m'a dit voilà, Nathalie, hier soir, m'a balancé qu'elle couchait avec un tel. Nathalie va loin, très loin. Elle lui crache au visage qu'il n'est peut-être pas le père de sa fille. Il a dit pour moi, c'est ma fille, ça sera ma fille. Je ne saurais pas de savoir si elle est d'un tel ou d'un tel. Pour moi, c'est la mienne. Je suis sûr que c'est la mienne et je vais continuer à élever ma fille, voilà.
Mais le divorce est en marche. Christophe ne peut plus pardonner à Nathalie. Et Nathalie, elle, se sent abandonnée. Un sentiment qu'elle ne supporte pas, car elle l'a déjà vécu. Même si elle a été élevée dans l'opulence et que son enfance a d'abord été heureuse. Je pense que ils étaient totalement dans l'apparence, voulant montrer qu'ils avaient de l'argent, voulant montrer qu'ils faisaient partie peut-être d'une espèce d'élite. Mais à l'adolescence, tout bascule. Un jour, son père adoré, l'avocat qui roulait en Rolls dans les quartiers chics de la capitale, s'enfuit à l'autre bout du monde. Car c'est en réalité un conseiller juridique véreux, au casier judiciaire bien fourni. Nous sommes aperçus que c'était une personne qui était recherchée. Nous avons pu l'interpeller et ensuite il était remis à service compétent pour être écroué et purger la peine qu'il devait subir. C'est peut-être de là qu'est venue son angoisse d'abandon, son besoin de plaire, son comportement théâtral aussi. Un comportement dont Nathalie n'a pas pu se défaire lors de son procès. Elle avait une façon de déclamer ses phrases en levant les yeux vers le ciel, en faisant des grands gestes, comme si elle était en pleine représentation dans un jeu de rôle. À son procès, Nathalie Le Scril a finalement émis des regrets. Pour son crime, la justice l'a punie de 20 ans de prison. Depuis le drame, c'est la mère de Christophe qui s'occupe de leur petite fille. Quant à Nathalie, elle est aujourd'hui libre après avoir purgé 8 ans de détention. Qu'est-ce que Nathalie Le Scril n'a pas supporté? Que son mari refuse de se remettre avec elle ou qu'il voit une autre femme? Je pense que les deux éléments qu'elle n'a pas supportés. Sentant que son mari lui échappait, qu'il avait peut-être rencontré quelqu'un, elle s'est sentie un petit peu dépassée, avec un risque de rejeter, et c'était l'effondrement d'une famille modèle, avec un père, une mère et une petite fille radieuse. Et donc elle avait beaucoup à perdre, et c'était insupportable. Donc cette surtension émotionnelle et affective a provoqué le passage à l'acte. Alors qu'elle, de son côté, elle le trompait ardemment. Oui. Alors même si elle pouvait avoir une vie légère et agitée, elle ne supporte pas, finalement, de perdre cette référence familiale de qualité qu'elle avait avec son mari jockey. C'est quoi? C'est une question d'ego Oui, il y a certainement une question d'égocentrisme, le fait qu'elle est habituée à être une espèce de princesse, un peu adulée, et voilà que ce mari, lassé probablement par son comportement, décide de briser leur union et de reprendre son indépendance. Donc elle se sent bafouée, et quels que soient les griefs qu'on pourrait lui opposer, il n'en demeure pas moins qu'elle réagit comme si elle était la femme idéale qu'on ne saurait abandonner. Ça la renvoie à l'abandon de son père? Oui, il est certain que dans sa propre histoire, le fait que son père se soit éloigné a laissé des traces psychotraumatiques, et que le fait que son mari se détourne, eh bien, c'est une nouvelle blessure. Elle a des pathologies ou des troubles de la personnalité? Non, elle a des éléments qui procèdent d'une structuration névrotique, donc une personnalité qui reste fragile, labile, c'est-à-dire changeant souvent d'attitude, et très très sensible de l'impression qu'elle peut faire. Il n'y a pas d'âge pour aimer, ni pour tuer. Comme Nathalie Le Scril, Simone Weber a basculé dans le crime, elle a tué et découpé en morceaux son amant. Francis Scherrer, Simone Weber
a été surnommée la diabolique de Nancy. Vous la rencontrez où? Combien de temps? Je la rencontre à la prison Charles III de Nancy, qui est donc une prison vétuste, c'est un ancien couvent. Hein. Elle arrive, et tout de suite, c'est elle qui définit, si vous voulez, le cadre de l'échange, la situation. Hein. Bon, elle est très à l'aise, hein, un peu. Moi, j'ai l'impression d'être reçu par une châtelaine, si vous voulez. Hein, évidemment pas dans un château, mais j'ai le sentiment aussi que si je refuse de rentrer dans cette définition-là qu'elle a de la situation et de notre relation, l'examen psychologique ne va pas pouvoir se réaliser. Hein, assez vite, elle pose ses conditions, et puis c'est un peu à prendre ou à laisser. Donc je prends. Elle se comporte un peu comme une reine, c'est Sa Majesté Simone. Elle sait qu'elle est un personnage médiatique dont on parle un peu partout, et elle l'incarne. Voilà. Hein. Je ne dirais pas qu'elle le joue, elle l'incarne réellement. C'est-à-dire qu'elle est devenue ce personnage dont on parle, et elle l'incarne, mais alors évidemment en se posant comme victime. Vous avez l'impression d'être face à Simone Weber ou à la diabolique de Nancy? La question est là. Effectivement, on se dit qui est là derrière, hein, qui est là, voilà. Fin juin 85. Bernard Etier, le compagnon de Simone Weber, ne donne plus aucune nouvelle depuis plusieurs jours. Sa fille, qui connaît bien Simone, est inquiète. Je savais le harcèlement qu'elle avait sur lui, elle le surveillait nuit et jour, elle savait ses moindres allées et venues, elle notait sur un cahier à quelle heure il arrivait chez lui, à quelle heure il partait, à quelle heure il est rentré chez une telle personne. Donc quand j'ai su qu'il était parti avec elle, non, là j'ai eu peur. Elle avait tenté déjà de le droguer plusieurs fois, donc... Alors la famille décide de mener l'enquête. Et il commence par une petite visite à Simone. Nous sommes rentrés chez Simone Weber, rue de Strasbourg. À notre grande surprise, la lumière, on a eu très peu de lumière. Dans cet appartement, sa cuisine était inondée. Simone explique qu'elle a une fuite. Mais les proches de Bernard Etier ne sont pas convaincus. Ils soupçonnent plutôt un grand lessivage. Nous, on pensait qu'elle l'avait drogué et qu'il était dans un coin de l'appartement, mais... Et on repasse dans la salle à manger, on regarde dans les coins, à droite, à gauche, on ne voit personne. On ouvre un placard, un cagibi plutôt. C'était rempli de sacs poubelles, un monceau de sacs poubelles. D'emblée, il y a une assez forte pression de la part de la famille pour obtenir l'interpellation immédiate de Simone Weber, ce à quoi on va opposer une fin de non-recevoir. Les bénéfices éventuels d'une opération, c'est-à-dire d'une perquisition dans les différents domiciles et pieds-à-terre de Simone Weber, n'étaient pas évidents, alors que le temps nous permettait d'essayer de cerner sa personnalité et de voir un peu quelles étaient ses allées et venues. Le juge met en place une surveillance discrète de Simone Weber. Seulement voilà. Elle nous avait bien repérés et elle jouait au chat à la souris avec nous. On était effectivement très surpris. C'est pas le comportement de quelqu'un qui est honnête, et en plus de la part d'une femme style Maminova, style grand-mère, ça nous a quand même particulièrement frappés. Il en faut beaucoup plus pour déstabiliser Simone. Pendant 5 ans, elle va nier avoir tué son amant, malgré les éléments à charge rassemblés par les enquêteurs. Comme le témoignage des voisins qui, ce jour-là, ont vu un homme monter chez elle, puis entendu de drôles de bruits, et qui, quelques jours plus tard, ont vu des sacs suspects sur le trottoir. Ou la découverte de la voiture de Bernard Etier chez la sœur de Simone, sans aucune raison valable. Malgré encore la saisie chez elle d'une meuleuse à béton de location qu'elle avait déclarée volée. Et Simone continue de nier quand on repêche une valise lestée d'un parpaing dans la Marne. À l'intérieur, un tronc humain. Pour les experts, c'est très probablement celui de Bernard, et le parpaing, ils sont formels, vient de chez Simone. Mais Simone ne se laisse
jamais démonté. J'avais quand même une expérience en matière de truands moyennement chevronnés. Je dois dire que jamais aucun ne m'a mis aussi mal à l'aise que Simone Weber à certains moments des auditions. Un regard foudroyant qui indique bien qu'elle n'est pas contente, quoi. Quand on la gêne, elle manifeste tout à fait son mécontentement. Simone Weber se dit innocente. À vous aussi, elle l'affirme? Oui. Elle réfute toutes les accusations et elle compare cette façon d'agir des autres à son égard à barbarie, même aux nazis. Voilà, elle emploie des mots très très forts pour... On la persécute. Voilà, c'est ça. Et qui la persécute alors? Et tout le monde? Oui, la justice en premier lieu, mais la police, juge, les policiers. Voilà, les personnes qui ont témoigné contre elle, enfin... C'est quoi, c'est un complot? Oui, elle ne prononce pas le mot, mais l'idée, là, oui. L'idée est un peu là, oui. Elle est dans un délire de persécution ou vous pensez qu'elle s'en est convaincue? Je ne pense pas. C'est une logique du duel, si vous voulez. Hein. C'est... J'existe contre les autres. Voilà. Et les autres, à partir du moment où les autres ne vont pas dans le sens où je vais, c'est qu'ils sont contre moi. Voilà. Mais ça en reste là. Ça en reste dans une logique de l'affrontement, de l'antagonisme, du duel. On ne dérape pas dans le délire. Les policiers s'interrogent. D'où vient l'aplomb de Simone? Et si elle n'en était pas à son coup d'essai? Car en creusant un peu, ils découvrent que son précédent mari, Marcel Fixard, est mort soudainement d'une crise cardiaque. On soupçonnait Simone Weber d'avoir empoisonné son mari, Marcel Fixard, décédé très peu de temps après son mariage tout à fait particulier, très peu de temps aussi avant l'acquisition de Digitaline sous une fausse identité, de fait, à l'aide d'une ordonnance falsifiée. La Digitaline, un médicament pour booster le cœur. Mortel en cas de surdose. Le corps de Marcel Fixard est exhumé, mais 6 ans après sa mort, ça ne donne rien. Aucune preuve, mais peut-être un mobile pour les enquêteurs. Je pense qu'il a dû flairer aussi la bonne affaire. En plus, il ne faut pas oublier qu'elle n'avait pas beaucoup de revenus à l'époque. Hein. Elle ne travaillait pas, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Donc c'est vrai qu'elle a dû se dire je vais peut-être essayer de mettre le grappin sur le pépère. Pour la deuxième fois donc, Simone est inculpée pour l'empoisonnement de Marcel. Si on n'avait pas eu à enquêter sur l'affaire Bernard Etier, Simone Weber aurait pu encore couler des jours heureux dans sa petite maison de Rosières-aux-Salines, en profitant des biens de Marcel Fixard et puis même de bénéficier de sa pension de retraite. L'affaire Fixard qui est venue s'ajouter, ou dans le prolongement même d'Etier, contribuait à la diaboliser. Puisque, en fait, on disait, mais c'est une femme qui fait disparaître les gens. Alors voilà, Etier, on ne le trouve plus. Probablement est-il décédé. Et puis on l'inculpe, à l'époque c'était des inculpations, du chef de la mort de Fixard, cette fois-ci. Donc les médias se disent, ben, vous voyez, personne ne se trompe. C'est vraiment quelqu'un qui est nocif, quoi, qui tue les gens de son environnement quand ils ne correspondent plus à ce qu'elle en veut. J'en sais rien, en tout cas, c'était de la diabolisation. Pour l'empoisonnement de Marcel Fixard, Simone a été acquittée. Mais pour le meurtre de Bernard Etier, elle a été condamnée à 20 ans de prison, là où elle risquait la perpétuité. Mais les jurés ont retenu des circonstances atténuantes. Pour eux, Simone a agi par amour. C'est un verdict qui la rend beaucoup plus humaine. Femme de passion. Femme de passion, bon, incontestablement meurtrière, puisqu'elle est condamnée pour ça. Mais moins calculatrice et donc moins diabolique qu'on avait bien voulu la voir. Simone, elle,
continue de se dire innocente, victime d'une erreur judiciaire. Il ne pouvait pas m'acquitter pour les deux. Vous voyez, je suis quand même large d'esprit. Hein. Simone Weber est sortie de prison en 1999, après 14 ans de détention. Simone Weber a été condamnée à 20 ans de prison, là où elle risquait la perpétuité. Donc on peut dire que c'est un verdict assez clément. À votre avis, qu'est-ce qui a emporté la conviction des jurés ? Je pense qu'elle était son propre défenseur, son premier défenseur, je crois. Peut-être qu'elle a fait passer quelque chose d'autre aussi que l'image de la diabolique. Je pense qu'elle a pu faire passer quelque chose d'autre. Vous pensez que c'est la dimension passionnelle de ce crime qui a emporté la conviction des jurés ? C'est fort possible, parce que je crois qu'en général, les jurés sont sensibles à cette dimension-là. C'est pas une dimension d'intérêt crapuleux, etc. D'ailleurs, quand elle parlait de Bernard Etier, à certains moments, elle le nommait par son prénom, de façon affectueuse. Voilà. Et puis, hop, quelques secondes plus tard, elle pouvait en parler sur un ton tout à fait différent, soit de mépris ou de rejet, lorsqu'il était considéré comme cause, si vous voulez, de sa situation de personne incarcérée, quoi. Voilà. C'est une femme passionnée, Simone ? Je pense. Ses relations avec les autres, tout en étant maîtrisées, sont aussi de l'ordre de la passion. C'est pas quelqu'un qui a une vie tranquille jusque-là. C'est pas une dame ordinaire, Simone Weber. Elle a des histoires derrière elle, elle a des mystères, elle a des secrets. Personnellement, j'ajouterais qu'elle a eu quand même un certain nombre de difficultés dans sa vie. On pourrait dire simplement qu'elle a mangé de la vache enragée. Et les difficultés de Simone commencent tôt, par le divorce de ses parents. J'ai eu une enfance assez heureuse. Mes parents se sont séparés. J'étais très petite. Ils se sont partagés les meubles et les enfants. Moi et ma sœur étions avec papa, qui avait refait sa vie. Les deux autres avec maman. Simone et sa sœur Madeleine seront désormais inséparables. Étant jeunes filles, elles étaient encore ensemble. Et ensuite, les deux sœurs ont épousé les deux frères. Les deux sœurs Weber ont épousé les deux frères Thiot. Donc c'est marrant ce parallélisme, mais c'est vrai qu'elles ont toujours été ensemble. Mais Simone ne s'épanouit pas dans son mariage et finit par se séparer de son époux. Ses 5 enfants, elle les élèvera seule. Une situation difficile, mais Simone ne manque pas de ressources. Elle avait sans doute des capacités intellectuelles un petit peu au-dessus de la moyenne des gens qu'elle fréquentait ou qui étaient dans son entourage immédiat. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas pu faire d'études, vraiment, poussée. Elle a été un peu blackboulée par l'existence, avec des petits boulots, des choses instables. Simone se débrouille à coups de mensonges et de petites combines. Mais le destin la frappe, durement. En 1968, sa fille Catherine meurt d'une intoxication au sirop pour la toux à l'infirmerie du lycée. La mort de sa fille, c'est un des éléments déterminants de la suite des choses, des événements. D'abord parce qu'elle en conçoit un immense désespoir personnel, bien compréhensible, bien évidemment. Et puis parce qu'à ce moment-là, elle pense que les institutions scolaires, judiciaires, se sont liguées contre elle. C'est le début, quelque part, de sa paranoïa. Négligence ou suicide, Simone ne le saura jamais. Et à peine remise de ce drame, en survient un autre, tout aussi terrible. Elle a un fils qui s'est suicidé d'une balle en plein cœur pendant son service militaire. Donc, si vous voulez, c'est une personne dont on peut dire qu'elle a eu des malheurs. Ça a été un deuxième catastrophe n'est pas le mot, un déchirement. Vous savez, quand on vous dit des choses pareilles, je crois que les mots ne peuvent pas dire. La vie continue et à la fin des années 70, Simone travaille comme dame de compagnie chez Marcel Fixard, un veuf de 80 ans.
Rapidement, elle devient Madame Fixard. Mais 3 semaines après le mariage, Marcel meurt d'une crise cardiaque. Simone refait sa vie quelques années plus tard, avec Bernard Etier. Une histoire qui ne dure pas non plus. Lorsqu'il la quitte, Simone ne le supporte pas. On est vraiment dans le crime passionnel? Oui. Alors, passionnel, pourquoi? Parce que c'est quand même les émotions qui sont là, qui commandent. Hein? Tout ça n'est pas parfaitement... même si c'est organisé, même si c'est des comportements organisés, tout ça n'est pas rationnel. Voilà. Donc c'est bien le sentiment, l'émotion qui est le moteur. Hein? Alors vous nous avez parlé du mur, le mur Simone Oui. Weber, que vous avez réussi à contourner. Qu'est-ce que vous avez perçu derrière ce mur? Ce que j'ai perçu, c'est quelqu'un qui a dû aimer très fort, haïr beaucoup aussi, éprouver des sentiments de détresse, d'attachement certainement chaotique, et qui certainement, dans un deuxième temps, a essayé de sortir de ce chaos émotionnel et de construire quelque chose, de ne pas couler. Le crime passionnel n'est pas l'apanage des femmes. De nombreux hommes tuent eux aussi par amour ou par passion, mais rares sont ceux qui tuent plusieurs fois. Albert Millet s'en est pris 4 fois à ses compagnes. C'est en ce sens qu'il fait figure d'exception dans les annales judiciaires. Docteur Bruter, vous avez rencontré Albert Millet en 2002. Quel souvenir vous gardez de cet homme? Je garde le souvenir d'un monsieur qui avait une belle prestance, plutôt bel homme pour son âge, bien habillé, bonne présentation, mais en même temps qui, dans le premier contact, s'est montré très obséquieux et puis un petit peu avec une volonté de manipulation, puisque d'emblée, il m'a demandé de faire un rapport favorable pour lui, ce qui n'est pas l'habitude lorsqu'un expert se présente pour faire une expertise. Il vous le demande comme ça, de but en blanc? Il me l'a demandé comme ça, de but en blanc. Faites-moi un rapport favorable, s'il vous plaît. Alors j'ai demandé un petit peu ce que c'était un rapport favorable, mais il n'a pas été capable de m'expliquer. Printemps 1954, dans les rues de Hyères. Paulette, une jeune domestique de 15 ans, sort les poubelles lorsque... Heureusement, Paulette est sauve. La poubelle a servi de bouclier. Mais quelques jours plus tard, une autre Hyéroise a moins de chance. J'ai vu quelqu'un traverser la route. Il est arrivé à hauteur de cette dame-là et il a donné un coup de revolver. Alors je me suis précipité parce que j'ai vu qu'elle vacillait. Élise, 27 ans, vient de se faire assassiner. C'était la tante de Paulette. Et pour tout le monde, l'homme qui se cache derrière ce crime, c'est l'ex-petit ami de Paulette, Albert Millet. Cette tante, elle n'était pas d'accord pour qu'il la fréquente. Elle disait non, non, moi je ne veux pas, il n'y a rien à faire, vous la laissez tranquille, elle est trop jeune pour vous, et patatine et patatin. Alors plutôt que de voir Paulette lui échapper, le jeune homme de 25 ans a décidé de tuer les 2 femmes. Et depuis le drame, Albert Millet s'est volatilisé. Quelques jours plus tard, il est arrêté après une violente fusillade avec les policiers. Il en réchappe de justesse. Finalement, il est condamné à la peine de mort. Mais grâce à un recours en cassation, l'homme sauve sa tête. Il écope des travaux forcés à perpétuité. Une peine que l'histoire va encore alléger. En 1968, la loi transforme les travaux forcés en 20 ans de réclusion criminelle. En 1973, Albert Millet a payé sa dette à la société. Il est donc libre. Libre et prêt à repartir à zéro avec la nouvelle femme de sa vie, Fernande. Il a connu Fernande parce que Fernande était mariée avec son meilleur ami. Donc, ils ont commencé à communiquer par courrier. Après, elle réussit à avoir un parloir. Donc, elle va le voir une fois par mois à Clairvaux. De là, il se crée une histoire d'amour
Fernande quitte son mari et épouse Albert 1 mois après sa sortie de prison. Albert, que tout le monde a hier continué d'appeler Pierrot, comme Pierrot le fou, semble enfin avoir trouvé l'amour et le bonheur. Il était toujours propre, bien tenu et tout. Parce que Fernande le tenait bien. Mais elle était brave, très brave. Brave femme, c'est une sainte. Il appelait Nande. Nande, passe-moi ça, Nande, fais-moi ça. Et elle le faisait. Oui, Pierrot, oui, Pierrot. Franchement, c'était nickel, ils étaient heureux. Mais après 5 ans de mariage, le bonheur s'estompe. Fernande est fatiguée de subvenir seule aux besoins du couple. Elle rêve d'un Albert moins possessif et enfin décidé à faire bouillir la marmite. Elle s'est dit, mais on va vivre comme ça toute notre vie. C'est-à-dire moi travailler 2 journées dans une, un gars qui est à la maison, qui m'attend, qui ne sait pas faire une omelette, qui ne sait pas donner un coup de balai. C'est sûr que je pense que quand elle est arrivée au bout, elle a eu peut-être une réaction. Elle voulait peut-être vivre autre chose, quoi. Albert sent bien qu'il y a un malaise avec Fernande. Mais il ne comprend pas ce qui se passe. Il s'était fait un film. Elle a quelqu'un, elle m'aime plus, c'est pas normal, il se passe quelque chose. Et puis tu comprends bien, elle se colore les cheveux, elle met un maillot à 2 pièces. Ben, j'ai dit, mais aujourd'hui, toutes les femmes, elles ont des maillots à 2 pièces. Il y en a qui n'en ont même pas de maillot. C'est pas pour moi, tout ça. Il devenait méfiant, il devenait espion, il devenait agressif. Mais Fernande est résolue à rompre. Et le 12 juin 1979 au soir... Elle a eu du courage pour affronter un gars comme ça, lui dire « je t'aime plus, je vais te quitter ». Dire à quelqu'un qui a passé 20 ans de sa vie, qui a déjà tué une femme, « je vais te quitter ». C'est pas du courage qu'il faut, hein? Oh. Pour Albert, c'est insupportable. Pendant des heures et des heures, il a essayé de discuter avec Fernande. Puis, à bout d'arguments, il s'est emparé d'une dague et l'a poignardée. Ensuite, il voulait mourir, se suicider. Mais finalement, il s'est saoulé à mort jusqu'au petit matin, avant de faire le siège de son appartement, hurlant et tirant sur tout ce qui bouge. Il disait « J'ai tué une sainte, j'ai tué une sainte ». Au bout de 4 heures, les groupes d'élite de la police interviennent et le forcené est maîtrisé. Mais pour Fernande, il n'y a plus rien à faire. Docteur Bruter, les crimes d'Albert Millet, qu'est-ce qu'ils disent de l'homme? Les crimes d'Albert Millet disent de l'homme qu'il est d'abord centré sur lui-même et qu'il a tenté à plusieurs reprises de s'attacher des femmes dans son existence. Son parcours est assez extraordinaire. Son parcours est assez extraordinaire. Il recommençait des gestes criminels et au cours de l'expertise, lorsque je lui ai demandé, par exemple, s'il n'y avait pas une certaine similarité dans toutes les affaires dont il a fait l'objet, lui ne voyait pas le rapport entre ces différentes victimes. Il disait non, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait différent. Il ne se rend pas compte qu'à chaque fois, il commet les mêmes gestes Je ne sais pas s'il ne se rendait pas compte ou s'il ne voulait pas se rendre compte, parce qu'il était malgré tout suffisamment intelligent pour être tenté de présenter les choses de manière utilitaire sous le jour le moins défavorable pour lui. Je crois qu'il avait malgré tout conscience dans une certaine mesure du côté répréhensible de ce qu'il faisait, puisqu'il tentait de minimiser sa responsabilité, ou parfois même spontanément il ne parlait pas des crimes pour lesquels il avait été condamné. Une fois encore, la justice doit décider du sort d'Albert Millet. Et une fois encore, il passe à 2 doigts de l'échafaud. François Mitterrand vient d'être élu et la peine de mort abolie. Ce sera donc la perpétuité pour Millet. Au bout de 22 ans de détention, Albert est libre. Mais l'homme n'a pas beaucoup changé.
la seule idée qu'il a en tête, c'est encore et toujours l'amour. D'autant qu'à 72 ans, Albert n'a rien perdu de sa superbe. Sa première conquête s'appelle Gisèle, une quinca rencontrée à Nice. Ça le surprend un peu d'ailleurs. Il dit bon, elle était un peu facile quand même, parce que première rencontre. Parce que lui, il faut toujours revoir ça 50 ans en arrière. Il dit tiens, les mœurs se sont bien. Mais voilà, mais bon, il prend. Hein, il a fait 40 ans de prison, il ne va pas se priver d'une occasion. Et pendant toutes ces années de prison, Albert a eu le temps de se constituer un petit pactole dont il fait profiter sa dulcinée. Vraiment, c'est quelqu'un de très généreux avec les femmes qui vraiment prend apparemment bien soin d'elles, s'occupe bien d'elles. Mais rapidement, Gisèle entrevoit le revers de la médaille. Albert est très pressant. Gisèle le ressent comme étant vraiment très possessif. Il s'impose, il veut absolument aller dormir chez elle plutôt qu'ils aillent à l'hôtel. Si jamais elle sort parce que c'est une férue d'échecs, elle a un club d'échecs, il va la chercher à la sortie du club d'échecs. Et petit à petit, la relation qui avait trouvé un équilibre pour Gisèle dans le mode de fonctionnement qui était le leur, devient de plus en plus pesante. Alors Gisèle décide de quitter Albert et le lui fait bien comprendre. Ce soir-là, elle n'est pas d'accord pour qu'ils aient des relations intimes et elle va se refuser à lui. La réaction d'Albert est immédiate. Gisèle va sentir l'assaut d'Albert qui lui assène un coup de couteau au niveau de la gorge. Elle va essayer de se débattre, elle va tomber du lit, il va la pousser. On ne sait pas très bien effectivement comment se passe cette bagarre. Elle sent que le sang coule auprès de sa gorge et manifestement Albert ne s'acharne pas. Évidemment, Gisèle est terrorisée, elle lui crie de s'en aller, elle lui jure qu'elle n'appellera pas la police, il s'en va immédiatement. Mais bien sûr, Gisèle appelle la police. Retour à la casse-prison pour Albert. Il prend 7 ans pour cette nouvelle agression. Docteur Bruter, pourquoi il ne l'a pas achevée, cette femme? C'est une question qui est excellente et je ne sais pas si je peux y répondre. Enfin, quitte à risquer de le noircir un petit peu, je crois que compte tenu de l'expérience qu'il a eue de ses précédentes condamnations, il a choisi de ne pas aller jusqu'au bout, mais il ne donne pas véritablement d'explication. Et de la même manière, s'il reconnaît qu'il n'a pas voulu la tuer, ce qui peut être une stratégie de défense, ou ce qui peut être quelque chose de réel, ma foi, pourquoi pas. Pas plus pour cette femme que pour les précédentes victimes, il n'a manifesté d'empathie, c'est-à-dire que à aucun moment il n'a verbalisé ou traduit de la pitié pour ces femmes, pour s'inquiéter de ce qui s'était passé, de dire que c'était triste, que c'était malheureux, de les considérer véritablement comme victimes. Plutôt, bien souvent, il se dépeignait lui comme victime dans les situations, et le fait d'être victime, c'est-à-dire pour lui, dans son discours, d'être un homme en passe d'être abandonné, expliquer qu'il puisse passer à l'acte de manière agressive. Lorsqu'il sort de prison, Albert a 78 ans. Et très vite, il retombe amoureux. Mais avec Chantal, ça cloche encore. Cette fois-ci, c'est l'amitié qui la lie à un certain Christian qu'Albert n'accepte pas. Il dit à Chantal, ça va mal finir, je vais revenir avec une arme. Et il part. Bon, Christian essaie de rassurer Chantal, il lui dit non, ne t'inquiète pas, il n'a pas d'arme, ça paraît quand même peu probable. Chantal se méfie quand même un petit peu, elle connaît son passé judiciaire, donc elle lui demande à travers la porte, c'est bon, tu es calmé, ça va, et lui répond très calmement, oui, ça va, c'est bon, je suis calmé. Elle lui ouvre la porte et dès que la porte s'entrouvre, il ouvre le feu sur elle. Christian s'interpose et est touché lui aussi par 3 balles. Chantal est blessée, Christian est mort. Après quelques heures de cavale dans les collines de Hyères, Albert Millet ne sait plus quoi faire. Il ne veut pas retourner en prison. Alors il retourne son arme contre lui et se suicide.
Est-ce qu'on sait d'où lui vient ce besoin absolu d'être aimé? Albert Millet, d'après ce qu'il a dit, a eu un père qui a abandonné sa famille très tôt, dont il a dit pique-pendre, donc une image paternelle absente. Après ça, sa mère l'aurait également rejeté et l'aurait également abandonné et rejeté. Je crois ça vers l'âge de 13 ans, il se serait retrouvé à la rue. Une fois où il serait revenu, il aurait retrouvé sa mère avec 2 hommes, tirant comme conséquence que sa mère avait véritablement une vie de prostituée. Donc on peut imaginer que cette absence d'ancrage dans une parole paternelle qui l'aurait ramené à une loi supportable, qui ne soit pas sadique, qui soit une loi saine, où on dit ce qui est permis, ce qui est interdit, d'une manière qui rassure et non pas d'une manière qui inquiète. C'est quelque chose qui lui a manqué. Mais ça n'a pas abouti à un rejet de la femme, ça a abouti à l'impossibilité d'accepter d'être rejeté par la femme. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça? Quand on est rejeté par une femme, on essaye de ne pas l'être par les autres. Sa mère était une femme, il s'est senti abandonné par elle, donc on peut penser qu'il y avait quelque chose, une tentative extrêmement maladroite et certainement tout à fait infructueuse de réparation à travers toutes ces conquêtes féminines. Donc en fait, Albert Millet n'aime pas, il aime être aimé. C'est peut-être un petit peu simpliste de le dire comme ça, mais je pense qu'il y a une grande part de vérité. Albert Millet ne regrettait rien. Simone Weber ne reconnaît rien. Quant à Nathalie Le Scril, elle semble regretter davantage les conséquences de son acte que son geste en lui-même. Le crime passionnel a ses raisons, que la raison ne peut pas toujours comprendre.